Bien, mes chers collègues, nous reprenons donc nos auditions du jeudi matin en accueillant donc les représentants de Pôle emploi. En votre nom, je souhaite donc la bienvenue à Madame Florence Dumontier, qui est la directrice générale adjointe en charge des opérations, Madame Elisabeth Guéguen, directrice de la réglementation, Madame Dominique Cavalier-Lacgard, chef de cabinet et médiateur de Pôle emploi service, ainsi que Monsieur Jean-Louis Tauzin, directeur de Pôle emploi service. Bon, d'abord, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de notre mission qui porte, qui est d'abord une mission commune à la Commission des affaires culturelles et de l'éducation et à la Commission des affaires sociales. Bon, notre mission est amenée à traiter de nombreux sujets, dont évidemment celui de l'intermittence du spectacle. Nous avons pu entendre l'UNEDIC la semaine dernière ici même pour évoquer cette question. Et donc, il vous reviendrait, si vous en êtes d'accord maintenant, de nous faire part de l'expertise de Pôle emploi, avec peut-être quelques dominantes. Selon quelle modalité cet opérateur accompagne-t-il les demandeurs d'emploi intermittents du spectacle? Cet accompagnement présente-t-il des spécificités? La tradition de notre mission, enfin de toute mission parlementaire d'ailleurs, c'est que vous puissiez donc vous exprimer tout à fait librement. Je vous propose de vous répartir la parole en 20-25 minutes. Ensuite, le rapporteur vous demandera probablement des précisions. Et enfin, on passera la parole à nos collègues s'ils ont des questions à soulever. Si donc, Madame Dumontier, vous en êtes d'accord, on pourrait aller en ce sens. Une question, mais juste que vous nous disiez ce que vous faites dans le grand navire Pôle emploi, là, parce que vous avez tous des titres ronflants et compliqués, mais qu'on voit bien qui fait quoi, pour qu'on comprenne qui nous parle. Appuyez, il faut que ce soit rouge et vous mettez bien le micro face à vous. Tant que c'est pas rouge, vous ne parlez pas. Voilà. Écoutez, Monsieur le Président, bon, je vous remercie de cet accueil. Donc, on va préciser, je vais préciser le périmètre. Donc, effectivement, Florence Dumontier, directrice générale adjointe en charge des opérations au sein de Pôle emploi. Pour le dire de façon simple, c'est une mission qui recouvre à la fois le métier, l'offre de service de Pôle emploi, aussi bien sur les volets placement qu'indemnisation, et en même temps le pilotage du réseau dans ses résultats et sa qualité de service. Périmètre récent, puisque l'organisation de la direction générale date d'environ maintenant 6 mois pour ce qui est de Pôle emploi. Voilà pour ce qui est du périmètre et des fonctions précises que j'occupe. Soit effectivement les autres collaborateurs se présentent, c'est ça ? Oui, donc Elisabeth Guéguen, donc en charge de la direction de la réglementation au sein de Pôle emploi. Donc je travaille avec Florence Dumontier. J'ai pour mission essentiellement de décliner la réglementation qui est applicable à la fois aux demandeurs d'emploi et aux employeurs, de décliner pour le réseau, et nous sommes au carrefour en fait des prescripteurs que sont l'État et l'UNEDIC, et donc nous nous assurons sous forme d'instructions, de notices et pour le système d'information de la bonne application des règles qui nous sont communiquées par l'État et par l'UNEDIC. Bonjour, Jean-Louis Tauzin. Donc, Pôle emploi est réparti en plusieurs établissements. Il y a un établissement qui concerne la direction générale, et puis il y a des établissements qui correspondent à chaque région administrative. Pôle emploi service est un autre établissement qui concentre en fait des domaines de prestations liés au recouvrement et à des indemnisations, notamment sur des publics très spécifiques. À ce titre-là, nous intervenons sur le recouvrement et l'indemnisation pour des publics tels que les employeurs et les salariés du spectacle. Dominique Cavalier, donc chef de cabinet de Pôle emploi service. Pardon. Donc... Parce que donc nous sommes filmés et plusieurs collègues suivent nos débats sur leur téléviseur, et lorsqu'on entend mal, ils vous voient à l'image, ce qui est toujours agréable, mais ils ne comprennent rien à ce que vous nous dites. Donc Dominique Cavalier-Lacgard, donc chef de cabinet de Pôle emploi service, mais plus particulièrement chargé de la médiation. Donc mon rôle est d'examiner
les sollicitations soit des demandeurs d'emploi, soit des employeurs ou tout autre partenaire qui fait appel donc au médiateur de Pôle emploi Service. Bien, donc pour pouvoir répondre aux questions qui nous ont été adressées il y a maintenant quelques jours, je pense qu'il faut replacer le rôle effectivement de Pôle emploi sur ce sujet des métiers du spectacle. Pôle emploi agit en tant qu'opérateur sur ce domaine-là pour à la fois le compte de l'UNEDIC et d'autres organismes, ainsi que pour l'UNEDIC spécifiquement au titre de l'assurance chômage. On distingue sur le recouvrement pour les employeurs deux types d'employeurs. Les employeurs qui n'ont pas pour activité principale ou objet spécifique le spectacle vivant. Cela nous emmènera sur les choses au titre du GUSO, c'est un vocabulaire qui est peut-être connu. Puis une deuxième partie auprès des employeurs sur ceux dont l'activité principale relève du cinéma et du spectacle. Donc, en tant qu'opérateur de l'UNEDIC principalement, nous procédons au recouvrement des contributions et nous sommes amenés dans ce cadre-là aussi à lutter, à prévenir et lutter contre la fraude, contentieux et pilotage sur ce sujet du recouvrement au titre de la mission employeur. Pôle emploi a une deuxième mission au titre de ce domaine-là, c'est effectivement l'indemnisation et le placement de ces demandeurs d'emploi-là, avec des missions de droit commun qui sont celles d'informer, d'accueillir, instruire les dossiers, servir les allocations pour le compte de l'UNEDIC, de l'État et du Fonds de solidarité, conseiller les demandeurs d'emploi, les aider à la recherche d'un emploi et aussi aider au recrutement dans les secteurs du spectacle. Donc une mission orientée employeur et une mission orientée demandeur d'emploi. Y compris dans cette deuxième mission pour les demandeurs d'emploi, nous avons une mission de prévention et de lutte contre les fraudes. Pour ce qui est de la partie visible des services de Pôle emploi, j'attire juste l'attention sur le fait que nous avons un site internet dédié, pôleemploi-spectacle.fr, qui permet un accès direct aussi bien pour les employeurs que pour les demandeurs d'emploi, avec là aussi une spécificité, une banque de profils pour les demandeurs d'emploi du spectacle qui s'appelle ISA, et qui permet effectivement aux demandeurs d'emploi de pouvoir mettre leur profil en ligne et par le fait de les porter à la connaissance de futurs employeurs. Quelque chose qui existe maintenant depuis plusieurs années. Or, cette offre de services de droit commun dont je parlais tout à l'heure pour les demandeurs d'emploi dits du spectacle, il y a des prestations spécialisées pour ces demandeurs d'emploi-là, avec 3 thématiques particulières. Alors, théma 1 sur le marché du travail, théma 2 sur la formation professionnelle dans ce secteur et théma 3 avec des choses plus liées aux aspects réglementaires et d'indemnisation. Donc une offre de services de droit commun pour cette population et une offre de services qui leur est spécifiquement dédiée. Peut-être pour terminer de brosser un peu et continuer de brosser un peu la caractéristique, pour le coup là, des demandeurs d'emploi. Il faut que nous notions ensemble que cette partie de la demande d'emploi est très fortement masculine. 64% pour 36% d'une population féminine. C'est tout à fait différent de la population classique des demandeurs d'emploi, puisqu'on est à 49-51, alors quasi parité. Là, on a une présence masculine plus forte. Les métiers sont très masculins, technicien son, technicien lumière et musicien. En revanche, nous avons dans ces demandeurs d'emploi-là quelques métiers qui sont très spécifiquement féminins. On pourrait parler des artistes de la danse ou du costume. Autre caractéristique de cette population qu'il est nécessaire de noter, c'est une population qui reste plus diplômée que le reste de la population des demandeurs d'emploi. 80% de ces demandeurs d'emploi ont un niveau bac, ce qui est le cas de 42% de la demande d'emploi au titre général. C'est aussi une population qui présente des spécificités, je dirais, territoriales, puisque un demandeur d'emploi sur 2 est en région parisienne. Et c'est vrai tout particulièrement pour les métiers techniques et de l'audiovisuel, puisque 60% de l'activité est concentrée en Île-de-France. Et 9 régions sur les 26 concentrent 83% des intermittents. On a donc une répartition de la population qui est assez particulière au regard de ce qu'est la demande d'emploi de façon générale.
Je voudrais là, dans cette présentation générale, introduire une notion nouvelle. Il y a donc ce que l'on appelle les intermittents du spectacle. On va rentrer dedans. En même temps, dans le répertoire des métiers de Pôle emploi, il y a ce que l'on appelle les métiers dits du spectacle, qui s'appelle le ROM-L. Et dans le ROM-L, qui comprend aussi bien des personnes indemnisées au titre d'A8 à 10, mais aussi bien des personnes qui ne sont pas indemnisées, nous avons, à fin 2011, 140 629 demandeurs d'emploi qui étaient inscrits dans ce grand domaine des métiers du spectacle et de l'audiovisuel. 140 629 à fin décembre 2011. Nous verrons ensuite que la partie des indemnisés est évidemment à l'intérieur de ces 140 000, puisque à fin décembre 2011, nous avons un peu plus de 89 000 personnes indemnisées au titre du régime A8 à 10. Sur l'organisation de Pôle emploi pour accompagner ces personnes, nous avons, en termes d'organisation du réseau, 17 agences qui comprennent des équipes spectacles qui sont réparties sur le territoire. Donc 17 agences en Île-de-France, à Bordeaux, Montpellier, Rennes, Metz, Lille, Toulon, Avignon, Nancy, Strasbourg, Chécy, en Guadeloupe, Toulouse et Marseille. Donc un réseau spécialisé de 17 agences. Nous avons dans le reste du territoire 21 agences qui ont des collaborateurs qui sont spécialisés sur le spectacle. Donc nous couvrons là d'autres régions, je vais peut-être éviter la litanie. Et nous avons, au titre de l'organisation sur l'indemnisation, une plateforme d'indemnisation qui travaille pour 17 régions. C'est donc M. Tauzin qui en est le directeur. Pôle emploi service qui prend en termes de mutualisation le service de l'indemnisation pour 17 régions à ce stade. Donc quelques-unes ne sont pas effectivement éligibles, ne sont pas dans le registre de Pôle emploi service. Voilà un petit peu de façon générale les employeurs, les demandeurs et les grandes caractéristiques à la fois du réseau, de l'accompagnement et des demandeurs d'emploi au titre des intermittents du spectacle. J'en ai fini sur cette présentation un peu générale qui cadre un petit peu le sujet. Ce que nous pourrons proposer, c'est effectivement de passer peut-être aux questions qui nous ont été adressées précisément et que nous puissions y répondre en complément de la documentation que nous vous avons adressée ces derniers jours. Et donc là, sur la première question et les évolutions récentes en termes de nombre d'allocataires, je vais passer la parole à Madame Guéguen. Oui, on vous a fait parvenir une note. Les allocataires indemnisés donc au titre des annexes 8 et 10 en 2011. Cette note fait apparaître avec un montant annuel de 1 270 000 en 2011. Les prestations versées évoluent peu en un an après une baisse qui avait été observée l'année précédente. Ce que l'on constate également, c'est qu'au cours de l'année 2011, il y a 108 658 allocataires qui ont bénéficié au moins d'une journée d'indemnisation, soit 1,9% en fait de plus qu'en 2010. Donc on a une certaine stabilité. De façon générale, le nombre d'allocataires indemnisés en 2011, donc au titre des annexes 8 et 10, à la fin de l'année 2011, donc, est de 89 055. Donc, et là, sur le nombre de ces personnes-là, donc en fin d'année 2011, donc on constate en fait qu'il y a une croissance en fait par rapport à l'année précédente, donc celle de 2010. Donc, ce que l'on... Je ne comprends pas la différence entre les deux chiffres. Je n'ai pas dû bien suivre entre le 108 000 et le 89 000. D'accord, je reviens sur ce sujet. Le 108 000 en fait correspond à l'ensemble de la population qui a été indemnisée au moins une journée au cours de l'année 2011. Par contre, à la fin de l'année, les personnes qui restent indemnisées en fait au 31 décembre 2011, c'est l'autre chiffre que l'on a qui est de 89 000. Donc on a préciser les chiffres. Ça veut dire que dans les 89 055, il y en a peut-être qui sont indemnisés que pour une journée. Enfin, je veux dire, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde est dedans. Enfin, oui, d'accord. C'est juste que si on fait la photo à un moment, en fait, on a ce chiffre-là. Voilà. Oui, à un instant T.
Donc, ce que l'on constate, c'est qu'on a un peu plus de la moitié des allocataires donc, qui sont indemnisés au titre de l'annexe 8 et 48% donc, résident en Île-de-France, donc pour rejoindre les propos que tenait tout à l'heure Florence Dumontier. Sur le montant journalier moyen de l'indemnisation, il est en légère baisse en fait par rapport à 2010 et il est en fin 2011 donc à 59,33 euros. Et le coût moyen de l'indemnisation par droit en fait s'élève lui à 13 800 euros. Oui. Donc si on reprend... Oui. Ça veut dire par personne. C'est-à-dire que si vous faites la moyenne des... C'est la moyenne des indemnités versées, là, 1,3 milliard, divisé par le nombre de personnes ou le nombre de personnes et de jours. Intermittent qui bénéficie en fait de cette allocation. Donc au titre d'une année, c'est la somme qui est versée en fait par. Oui. Voilà. En moyenne, c'est ce que perçoit un intermittent. 13 800 euros. D'accord. Oui. Allez-y peut-être. Par le fait, c'est une moyenne. Par le fait, c'est une moyenne, donc ça va aussi bien de 1 jour qu'au maximum d'indemnisation possible. Hein, donc c'est un côté un peu réducteur. Oui, en gros, c'est 1,3 milliard divisé par 89 000. Quoi. Non. Oui, mais il suffit de refaire la multiplication dans l'autre sens. Si c'est par 108, à mon avis, ça marche pas. C'est pour ça que je dis ça. C'est une question d'arithmétique. Mais... On va vérifier ce point. Allez, on vérifiera et puis vous nous direz. Madame Guéguin, vous voulez poursuivre ou... Voilà, donc ce sont les données générales sur les allocataires indemnisés donc au titre des annexes 8 et 10 en 2011. Je peux développer donc les points que nous venons, que je viens d'énoncer. Pour rentrer plus dans le détail, si vous le souhaitez. Peut-être, si vous avez une note, peut-être pas, non, parce que... On vous l'a transmis, oui. Si c'est cette note, non. Oui, tout à fait. D'accord. Merci. Donc, Monsieur Tauzin, si je comprends bien. Juste pour compléter, on reste sur le même document. Vous avez 2 paragraphes plus bas, le côté finalement somme encaissée. Et ce qui est indiqué, c'est effectivement qu'après un léger recul de 0,9% observé en 2009, les cotisations encaissées au titre de l'assurance chômage affichent pour la 2e année consécutive une hausse annuelle supérieure à 4%. On voit qu'au cours des 2 dernières années, ça a progressé donc de 4,1% en 2010 et 4,7% en 2011. Et on renoue ainsi avec la tendance haussière qu'on avait connue des années 2002 à 2007. Le montant donc des sommes encaissées s'établit en 2011 à 242 millions d'euros. En comparaison, pour 231 millions d'euros en 2010, soit donc la hausse moyenne de 4,8% en un an. Et ce que l'on peut voir effectivement dans le graphique dessous, c'est la synthèse de ce que nous a évoqué Elisabeth Guéguen au niveau des sommes versées et la synthèse des sommes encaissées pour les courbes qui indiquent au cours des années les évolutions. Merci. Bon, c'est une manière de nous dire qu'il n'y a pas de dégradation de l'écart du déficit. On observe des courbes qui ont une forme de parallélisme. Oui, mais comme les échelles sont pas les mêmes, il faut manier ça avec prudence. Madame Guéguen, vous voulez compléter? Non. Non, pas sur cette question. Très bien. Madame Dumontier. De suivre le document qui nous a été allez-y. transmis. Hein. Donc, le point suivant portait sur la question des données entre Pôle emploi et l'UNEDIC et le fait de savoir si les méthodes de comptabilisation étaient différentes. Là, Elisabeth Guéguen va répondre. Oui, simplement pour dire que les données statistiques qui ont pu être communiquées par l'UNEDIC, nous n'en avons pas connaissance. Donc, en fait, nous ne pouvons constater s'il y a des méthodes de comptabilisation différentes. Toujours est-il que les informations statistiques qui peuvent être produites en fait, sur le champ des annexes 8 et 10 proviennent des fichiers qui sont au sein de Pôle emploi. Donc, sur les méthodes de comptabilisation, en fait, nous ne pouvons pas répondre car nous ne connaissons pas les données produites par l'UNEDIC. Merci.
J'avais ensuite une question sur les fraudes, donc au titre des annexes 8 et 10, et question du comparatif avec les autres secteurs. Et donc là, Monsieur Tauzin va pouvoir répondre. Merci. Donc d'abord, au niveau du contexte, Pôle emploi est engagé effectivement depuis sa création sur une professionnalisation du dispositif. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand même de prendre la peine de dire de quoi parle-t-on quand on parle de fraude. Ça se comprend bien, mais on va considérer que la fraude, c'est ce qui relève de l'intention de percevoir ou de détourner un dispositif pour percevoir à tort un avantage. Donc, il y a de façon générale une politique assez volontariste dans tous les secteurs qui nous concernent, mais pour parler de ce qui concerne les aspects annexes 8 et 10. Ce qui est intéressant, c'est de noter d'abord que depuis l'origine, la partie des encaissements est centralisée sur l'établissement Pôle emploi Service, puisqu'il y a 2 dispositifs d'encaissement. Le centre de recouvrement, effectivement, pour les employeurs, je dirais professionnels, et puis on y reviendra peut-être tout à l'heure au cours d'une autre question, le GUSO, qui est un guichet unique pour plusieurs organismes de protection sociale et qui est dédié, on va dire, aux employeurs occasionnels du spectacle. Néanmoins, la totalité des recouvrements sont donc bien effectués au sein de Pôle emploi et au sein de l'établissement Pôle emploi Service. En ce qui concerne le côté allocation versée, si vous avez... Oui, je vous en prie, monsieur. Je comprends bien pour le GUSO, mais pour les autres, c'est vous qui encaissez. Oui, nous recouvrons pour l'ensemble des professions du spectacle, mais il y a 2 catégories d'employeurs, ceux dont c'est la mission principale et ceux dont ça n'est pas la mission principale. Et ceux les cotisations, c'est pas l'URSSAF qui... Je pensais bien... Oui, non, mais justement, c'est la particularité. Nous recouvrons, y compris pour l'ensemble des employeurs du spectacle, ce qui est différent, effectivement, à travers votre question, des autres. Alors, je sais pas, on va dire le droit commun, c'est l'URSSAF Attendez, si tout le monde appuie, on va pas s'en sortir. Mais alors, quand vous dites les professionnels du spectacle, ça veut dire que c'est défini par le Code Rom ou c'est défini par le CDDU, là, ce que vous cotisez? Parce que c'est... Il me semble qu'il y a 2 questions. La première, effectivement, tous les recouvrements de régime général ont été transférés à l'URSSAF peu après la création de Pôle emploi, à l'exception de recouvrements dits nominatifs. Autrement dit, il y a quelques spécificités, le monde du spectacle, l'expatriation, qui sont restées, par exemple, au sein de Pôle emploi, où nous suivons effectivement, je dirais entreprise par entreprise, personne par personne, le recouvrement des cotisations. Donc, effectivement, il y a une spécificité. Et quand vous dites le monde du spectacle, donc c'est défini par le code NAF ou par exemple, je suis, ce qui n'est pas le cas, je suis à la tête d'un théâtre privé, etc. Je cotise pas par l'URSSAF. Je cotise même pour le directeur, les permanents CDI, etc. De par le code NAF, l'employeur est enregistré au titre du cinéma-spectacle chez nous. Et il faudrait qu'il ait aussi des activités de régime général pour être enregistré par ailleurs au niveau des URSSAF. Mais pour toutes les activités qui relèvent du cinéma-spectacle, ou si je prenais d'autres annexes de l'expatriation, il est effectivement auprès de Pôle emploi tenu de cotiser. Parce que on n'avait pas vu ça, parce que c'est énorme. Pour nous, ça veut dire que vous avez une vision parfaite des sommes. Oui. Et donc, vous les reversez à l'UNEDIC. Et effectivement, ces sommes au titre de l'ARE, pour ce qui est du centre de recouvrement qui concerne les professionnels du spectacle, les sommes effectivement relèvent de l'ARE et sont transmises dans les sommes reversées à l'UNEDIC. Au titre du GUSO, nous intervenons en termes de guichet pour plusieurs organismes de protection sociale. Une part va à l'UNEDIC, l'autre part va aux autres organismes. Mais effectivement, ce qui relève de l'UNEDIC part à l'UNEDIC, en totalité. Est-ce que c'est assez clair sur la réponse que je vous apporte ou vous souhaitez... D'accord. Mais je rebondirai sur un de vos propos pour dire que oui, ceci nous donne donc une connaissance des activités dans le monde du spectacle, côté employeur. Par ailleurs, Pôle emploi, depuis sa création, s'est engagé au travers de l'établissement Pôle emploi Service dans une centralisation progressive
du côté versement des allocations vis-à-vis du cinéma-spectacle. Comme le présentait tout à l'heure Florence Dumontier, nous avons aujourd'hui, alors les derniers documents étaient 17, nous sommes même passés à 19 régions à aujourd'hui, pour lesquelles nous assurons l'activité de versement des allocations, d'études de droit et de versement des allocations. Il faut donc voir que sur les 26 régions administratives, nous en avons centralisé 19. Par contre, au titre du poids des sommes à verser, nous ne représentons pas cette même proportion. Nous ne représentons encore que 28%, puisque les dernières régions qui ne sont pas centralisées sont néanmoins les plus importantes, à commencer par l'Île-de-France, où est implanté en gros un intermittent sur 2. Donc, ceci était pour aborder le sujet, effectivement, de travail sur la prévention, voire sur la détection des fraudes. Il y a peut-être une ou deux notions qui sont encore importantes à aborder. Quand nous intervenons sur des dossiers fraude, on considère que dès lors que l'on a trouvé des situations sur lesquelles nous avons à intervenir, on a des actions qui consistent à dire que nous avons subi des préjudices, on a des montants subis, c'est donc éventuellement les sommes qui nous resteraient à recouvrer, et puis des montants évités dans le domaine de la fraude, puisque dès lors que nous interrompons des versements qui avaient été programmés, nous annulons, si on peut dire, l'aggravation du risque. Donc nous avons une politique qui consiste d'une part à avoir des actions chiffrées et d'autre part à faire de la prévention pour éviter ces situations-là. Qu'est-ce qui est particulièrement notable? D'une part, c'est de dire qu'il y a un ensemble d'éléments et de croisements d'informations en amont pour faire en sorte que la question de la fraude se pose le moins possible. Nous recevons effectivement côté employeur et côté salarié un ensemble de supports d'informations qu'ils ont à nous procurer, des déclarations uniques simplifiées, des attestations mensuelles de la part des employeurs, des avis de versement de la part des employeurs, et puis des déclarations de situation mensuelles établies par chaque demandeur d'emploi. Nous sommes dans un univers où les choses sont nominatives et donc nous pouvons et nous avons effectivement des croisements en amont de ces informations pour relever tout ce qui pourrait sembler incohérent, inapproprié. Donc effectivement, nous avons donc tout un dispositif qui nous permet de retrouver des situations qui ne semblent pas être satisfaisantes et nous intervenons d'abord au maximum en amont pour effectivement prendre contact avec les personnes et pour nous assurer de remettre effectivement les déclarations dans le sens des règles. Je rappelle que pour nous, une fraude consisterait en une volonté réitérée et donc nous faisons en sorte de remettre les personnes dans le bon comportement au plus tôt et que ce soit compris comme étant une incorrection dans les déclarations ou une chose inappropriée plutôt que d'attendre que les situations se dégradent. Pour autant, par rapport à cela, nous effectuons effectivement un ensemble de recherches sur des situations qui, effectivement, de par les éléments d'information que nous avons, sont troublantes et nous avons tout un système effectivement de signalement. Ces signalements sont étudiés et nous en déduisons après étude un certain nombre de situations que nous qualifions, ça relève pas du domaine de la justice, mais que nous qualifions nous de suspectes au niveau de la fraude. Alors, vous avez noté qu'en ce qui concerne l'établissement Pôle emploi-service, nous faisions donc l'ensemble des recouvrements. Nous avons, depuis la création de Pôle emploi-service, mois après mois, année après année, commencé à centraliser un certain nombre de régions. Aujourd'hui, nous en sommes en 19. Et dès cette année 2013, nous concentrons, pour toutes les régions dont nous occupons, effectivement les activités fraude. Jusqu'à présent, à titre indicatif, sur la seule partie employeur pour l'année dernière, nous avions trouvé, malgré nos précautions en amont, 626 affaires qui relevaient de signalements pour donc des situations, on va dire, troublantes. Au travers de nos études, dans 47% des cas, on a conclu à une présomption de fraude. Vous entendez bien que ça ne relève pas de décision de la justice, mais de présomption de notre part. Nous sommes intervenus et nous avons pu effectivement établir un certain nombre de préjudices côté employeur subis ou évités. Je vous donne les montants parce que le fait qu'ils soient faibles dit bien peut-être que les travaux en amont sont judicieux. C'est que les préjudices employeurs subis étaient de un peu plus de 400 000 euros et les évités étaient d'un peu plus de 6 000 euros. Les péréquations que nous faisons nous mettent côté allocataire des estimations où on peut en déduire que nous aurions subi à peu près 260 000 euros de préjudice côté allocataire et 190 000 qui auraient été évités suite à nos interventions. Désormais, puisque nous allons être compétents sur toute la partie fraude pour les régions, d'une part, on va faire bénéficier sur ces annexes-là de notre
professionnalisme, de notre façon de faire effectivement cette détection et ce traitement des fraudes, mais je tiens à souligner que c'est plutôt le travail en amont qui s'avère être pédagogique. Par ailleurs, au lieu de rester simplement au sein de Pôle emploi, nous menons des actions de sensibilisation en lien avec les CODAF, en relation avec les DRAC, qui donc attribuent les licences, avec le SYMPAS, qui attribue les labels, et nous avons des concertations en opportunité aussi avec les URSAF, puisqu'effectivement, il y a des intérêts dans l'échange de nos plans de contrôle, dans nos méthodes. Donc en synthèse, nous avons en fait tout un dispositif très organisé d'échange d'informations à partir de tout ce que nous recevons, et nous recevons des informations côté employeur, côté salarié, un travail pédagogique, je vais juste redonner un exemple. Le GUSO, on y reviendra tout à l'heure, est un système qui est obligatoire, mais où chaque personne qui serait amenée à employer occasionnellement un salarié sur une activité de spectacle doit la déclarer. Il est évident qu'il est très difficile de faire comprendre à l'ensemble des citoyens de France qu'ils ont à déclarer ces activités. Donc quand nous trouvons des situations qui ne nous semblent pas correctes, on fait d'abord preuve de pédagogie plutôt que de mettre en défaut des personnes qui ont déjà fait la démarche de déclarer l'emploi et le travail qu'ils ont permis. Donc, nous avons des travaux en amont, nous faisons des analyses, et dans le cadre de la politique de Pôle emploi, on est en train de la généraliser petit à petit à l'ensemble des régions. Juste comme ça pour compléter, parce que dans ce que votre service là... Pôle emploi service, peu importe. Pas que le spectacle. Au sein de Pôle emploi service, il y a d'autres activités, effectivement, que les annexes 8 et 10, oui, absolument. Mais pour le 8 et 10, en gros, vous disposez de combien de... Et la fraction qui concerne la fraude, c'est pour avoir un ordre d'idée, hein, ce que c'est. Nous avons des personnes qui sont dédiées au recouvrement, on va dire grosso modo que tout cela avoisine la centaine de personnes. Nous avons des personnes qui sont sur l'indemnisation, on approche aussi de la centaine de personnes. Et sur la fraude, on est en ce moment en train de faire des efforts significatifs. Ça dépend, on va dire, entre 15 et 20 personnes. C'est très significatif. Madame Dumontier. Vous aviez posé une question sur le nombre de bénéficiaires du Fonds de professionnalisation et de solidarité. On vous avait transmis des informations. Donc, à fin 2011, 1019 bénéficiaires au 31 décembre pour 7 740 mandatés et 7 162 586 € précisément versés au titre de l'année 2011. Le tableau faisait part de l'évolution. Sauf s'il y a des questions sur ce point-là, je propose de passer à la question suivante. Sur le nombre d'employeurs et de professionnels qui relèvent du GUSO, donc là, il y a toute une série de questions qui concernent vraiment spécifiquement le GUSO. Juste de partager la première information sur l'ensemble des employeurs dits du spectacle. Les employeurs qui relèvent du GUSO, ça représente 59% des employeurs, donc les 41% restants étant ceux qui sont exclusivement, je dirais, relevant du spectacle, et représente sur ces 59%, 6% de la masse salariale versée. C'est dans le document que nous vous avions remis. Pour ce qui est des mesures de prévention par rapport au site internet GUSO, puisque nous sommes là dans une démarche assez, comment dirais-je, particulière, puisque c'est la notion de guichet unique. On l'a expliqué tout à l'heure, finalement, nous recouvrons pour l'ensemble des cotisations pour reverser ensuite aux autres organismes. C'est assez transparent finalement pour l'employeur et ça se fait à travers effectivement un site internet. Vous aviez posé une question sur le fait des salaires inférieurs aux minima conventionnels. Donc effectivement, nous avons demandé une évolution de notre système d'information pour porter les alertes lorsqu'effectivement un salaire nous apparaît inférieur au minimum conventionnel. L'information, enfin le système d'information est en cours d'évolution sur ce sujet-là et devrait se faire en 2013. Vous avez posé la question de l'éligibilité des employeurs qui recourent au GUSO et est-ce que ça fait l'objet d'une vérification et au fond, est-ce que les recours abusifs au GUSO sont sanctionnés? Là, je vais passer la parole à Monsieur Tauzin qui gère en direct ce service. Merci Florence. Donc effectivement, il y a des contrôles lors de l'affiliation, mais il faut savoir que la majorité des affiliations se passent automatiquement en utilisant le service que nous délivrons sur Internet, par le web. Donc nous procédons à d'autres contrôles à chaque fois que nous intervenons, donc à chaque traitement de compte qui concerne effectivement
les employeurs. Donc on revérifie cela en complément. Et nous avons aussi connaissance de la totalité des activités professionnelles des intermittents, puisque nous suivons cela nominativement. On connaît les activités salariées en plus. Et donc c'est ce que nous appelons le passé professionnel. Nous le revérifions à ces occasions-là. Et soyons clairs, je vais redire un petit peu ce que je vous évoquais tout à l'heure, quand on s'aperçoit qu'il y a un dérapage ou on va dire une mauvaise interprétation, plutôt que de rentrer de suite dans des opérations qui viseraient à sanctionner, on est dans un aspect où on privilégie la pédagogie, on appelle les personnes concernées et on explique aux personnes tout l'intérêt qu'il y a de renseigner les choses correctement. Voilà pour la partie. Donc vous avez du GUSO aussi. Ça fait partie d'un des 2 centres de recouvrement, donc nous gérons en direct la totalité du GUSO qui fait le recouvrement pour les organismes de protection sociale. 6 organismes sont affiliés au GUSO. Et donc, les 2 systèmes communiquent, si je puis dire. Puisque pour suivre le même salarié, il est une fois dans un système, une fois dans l'autre. Nous avons d'une part des systèmes séparés pour avoir des comptabilités très clairement séparées avec des comptes sans aucun mélange des gens. Et pour autant, nous avons des systèmes d'information qui nous permettent de suivre l'activité tant des employeurs que des salariés en continuité de façon globale. Autrement dit, et on gère une distinction et on gère effectivement le fait de la continuité des activités et des employeurs et des salariés. Autrement dit, on est en capacité, effectivement, je pense par rapport à votre question, de suivre le parcours du demandeur d'emploi, qui peut aussi bien relever du GUSO qu'effectivement d'une entreprise de spectacle plus classique. C'est des éléments qu'on peut retrouver, évidemment. Alors, du coup, je suis un peu, finalement, auprès de l'UNEDIC, vous avez juste à solliciter, c'est vous qui faites tout, si je puis résumer, et donc vous avez juste à solliciter l'abondement de vos crédits pour pouvoir payer, quoi, juste. Nous sentons... De ce point de vue-là, c'est un peu différent du droit commun. Enfin, Nous sommes l'opérateur de l'UNEDIC. Nous sommes son opérateur. Ça, vous l'êtes, vous l'êtes pour tout le monde. Enfin, pour tout. Là, ça se passe différemment quand même. Disons qu'au lieu d'avoir affaire à l'URSSAF qui encaisse les contributions d'assurance chômage pour ce régime-là, ça passe effectivement par Pôle emploi, et que de l'autre côté, comme habituellement dans le régime de droit commun, nous procédons au versement des allocations. Par le fait, la seule spécificité par rapport au régime de droit commun, c'est effectivement la persistance du recouvrement des cotisations employeurs sur ce domaine particulier, mais comme sur, par exemple, les expatriés. Oui, mais vous voyez bien le problème que ça pose, parce qu'on est dans un régime, l'UNEDIC, qui est une assurance chômage interprofessionnelle. Donc eux-mêmes nous ont expliqué que c'était difficile de couper en tranches, de voir. Et en fait, si, vous savez parfaitement quelle est la situation. Je ne répondrai pas sur la première partie. Je ne peux dire qu'en tant qu'opérateur, nous faisons en sorte de pouvoir rendre compte effectivement de tous les éléments d'information, tant côté encaissement que côté versement, et la façon dont tout cela se passe, et nous en rendons compte. Parce que du coup, vous avez une connaissance parfaite de l'ensemble sur le territoire, de l'ensemble des personnes qui passent un moment ou un autre dans le dispositif. Alors il y a ceux qui font que passer, il y a ceux qui sont en permanence. Et en fait, parce que nos questions après, c'est la difficulté de recouper les chiffres entre la Caisse des congés, l'UNEDIC, vous. Mais finalement, vu ce que nous dites, a priori, c'est vous qui avez la meilleure connaissance du dispositif. Excusez-moi, nous avons connaissance sur les éléments qui transitent par nous, effectivement, en matière de recouvrement, en matière d'anonymisation, nous disposons de tout cela, mais nous n'avons pas forcément à produire toute analyse, donc nous avons la connaissance des opérations qui nous sont confiées. Nous agissons pour le compte de l'UNEDIC, mais comme on le fait sur d'autres dispositifs, nous sommes l'opérateur de l'UNEDIC en l'espèce, donc aussi bien effectivement sur les employeurs et les demandeurs. Sur les demandeurs d'emploi, effectivement, vous l'avez noté, aussi bien sur le titre de l'indemnisation que du placement, mais ça c'est un peu comme le régime général. Nous suivons le parcours du demandeur, aussi bien de son côté indemnisation que de son côté placement. De ce point de vue-là, il n'y a pas de différence. La particularité, elle est effectivement sur le recouvrement pour les employeurs.
S'il y avait une spécificité, ce serait celle-ci. Du point de vue de la demande d'emploi, nous sommes en parfait parallélisme de ce que nous faisons pour le droit commun. Je ne sais pas si je suis claire. Monsieur le rapporteur, vous êtes suffisamment éclairé sur ce point? Non, mais continuez, Bon. Alors, vous avez posé une question sur les contentieux. C'est un domaine, une population qui fait peu de gestion de contentieux sur ces sujets-là, donc on n'a rien de remarquable de ce point de vue-là, peu de contentieux. Vous nous avez posé une question sur le nombre de refus d'ouverture de droit au titre des annexes 8 et 10. Donc, deux éléments quantitatifs. Pour l'année 2012, il y a 112 189 demandes qui ont été déposées, et nous avons rejeté 22 569 dossiers. Donc, je répète, 112 000 dossiers déposés et puis un peu plus de 22 569 rejets de dossiers. Je comprends pas ce que c'est. Enfin, c'est peut-être le. Oui. Nous avons enregistré très concrètement 112 189 demandes d'allocation au titre des annexes 8 et 10, mais nous avons procédé à 22 569 rejets au titre de ce régime-là. Ça veut dire que c'est des personnes qui ne remplissaient pas les conditions. Je précise que la donnée que je donne là est une donnée à fin 2012. très actuel. Très actuelle, très actuelle. Un problème sur les chiffres. On a toujours ce problème-là qui est de l'ordre de 20 000 qu'on ne comprend pas. Là, vous nous dites qu'il y a 112 000, vous en retirez 20 000. Donc on retombe sur un chiffre autour de 89 000, 90 000, c'est-à-dire les gens indemnisés. Et pourtant, vous nous dites, et on voit ça à peu près tous les ans, qu'il y a un autre chiffre qui est utilisé, qui sont les personnes indemnisées au moins une journée. Et là, on est plutôt autour de 110 000. Et c'est un peu constant, ça. Je voudrais revenir sur un élément, sur les fameux 110 000, où vous pouvez être indemnisé plusieurs fois une journée dans l'année. C'est du flux, 110 000. La question, les 89 000, c'est le stock. C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, la photo à la fin de l'année. Mais un bénéficiaire, comme un demandeur d'emploi d'ailleurs, au fond, entre et sort dans le régime, peut parfaitement être indemnisé une journée en mars, ne plus être indemnisé, et de nouveau être indemnisé une journée en novembre, auquel cas on aura eu 2 demandes. C'est différent, effectivement, du nombre de têtes, entre guillemets, que nous comptons à un instant T. Mais alors, dans ce cas-là, alors, la statistique que vous nous aviez donnée en disant 108 000 personnes qui ont été indemnisées pendant au moins une journée. Donc je comprends quand on me dit ça, que si la personne a été indemnisée, même si c'est en janvier et en décembre, une journée en janvier, une journée en décembre, ne compte qu'une fois. Ben, si. Parce que c'est les histoires de recalcul et de re-rentrer dans le système, je pense. Alors attendez, qui est-ce qui peut nous faire le point? Parce que je vais vous indiquer un petit rappel d'ordre. Il nous reste donc une demi-heure maximum pour que vous puissiez terminer et que nos collègues puissent vous interpeller, parce que j'ai le sentiment qu'ils souhaitent le faire. Je vous en prie. Je propose que sur cette question des chiffres, alors des flux et des stocks, pour le dire un peu différemment, on revienne vers vous avec un point précis en définissant précisément ce que nous comptons pour éviter de faire des amalgames un peu rapides. Donc on reviendra vers vous très rapidement pour déterminer les questions de flux, le nombre de dossiers déposés et le nombre de bénéficiaires qui ne sont pas forcément la même chose, puisqu'un bénéficiaire peut déposer et être éligible plusieurs fois dans l'année, parce qu'on a des mécaniques d'entrée et de sortie. Donc il faut bien qu'on soit précis. On vous fera le point précis très rapidement sur ces questions-là tout de suite, de façon à éviter... Vous avez posé donc sur le fonds de solidarité, sur le rejet des demandes d'allocation. Je pense que nous avons fait, ça nous a amené à faire le point. Vous avez posé une question sur les dossiers d'intermittents du spectacle et la question du médiateur de Pôle emploi service. Donc la médiatrice est là.
Je ferai juste un préambule pour vous dire, pour vous rappeler que c'est la loi du 1er août 2008 qui a imposé donc la fonction de médiation au sein de Pôle emploi. Et le médiateur donc est chargé de faciliter les relations entre l'institution et les utilisateurs des services de Pôle emploi. Sur les médiations qui ont été reçues donc à Pôle emploi Service, le nombre de médiations sont en constante progression puisque sur l'année 2010, j'en avais reçu 273, sur l'année 2011, 410 et sur l'année 2012, 693. Ce qui montre que le rôle du médiateur est de mieux en mieux identifié et de plus en plus connu. Donc, concernant le bilan de l'année 2012, je viens de vous dire que donc, j'ai reçu 693 sollicitations, dont 167 relevés des intermittents du spectacle, soit à peu près un quart de la totalité des sollicitations. Sur ces 167, je peux relever en fait 3 typologies de sollicitations. Une qui porte sur les attestations d'employeurs mensuels, donc appelées communément AEM, sur les ouvertures de droit, les admissions et les réadmissions. Et la 3e typologie porte sur les études mandataires pour la recherche du lien de subordination. Si je reviens sur les attestations d'employeurs mensuels, les réclamations les plus fréquentes sont sur les périodes non déclarées par l'intermittent sur sa déclaration mensuelle de situation. Également sur la requalification de son passé professionnel au titre de l'annexe 4. Et puis sur, voilà, c'est les deux points effectivement qui sont les plus récurrents au niveau des sollicitations des intermittents du spectacle au sujet de l'AEM. Sur les ouvertures de droit, des médiations qui porteraient sur en fait la prise en compte des heures d'enseignement. Également la recherche des heures de travail dans le cadre de la réadmission. Sur la notion de cachets groupés et les cachets isolés. Sur la date de la réadmission. Et je terminerai donc par le 3e pavé qui sont sur le lien de subordination, donc des intermittents du spectacle, pour lesquels effectivement il y a une étude mandataire qui est établie. D'accord. Donc vous êtes, ça fonctionne finalement. Ça fonctionne comme une direction régionale, votre pôle. C'est comme une région en plus, si je C'est un établissement à part, effectivement, distinct des autres régions. dispose d'un médiateur, parce qu'il faut rappeler que les médiateurs sont pas autonomes, sont autonomes, on espère. Il y a un médiateur, voilà, il y a un médiateur national et puis voilà, un médiateur par région. Et donc vous êtes toute seule sur le... Voilà. Mais Sur Pôle emploi Service, mais je travaille effectivement dans le réseau des médiateurs. C'est-à-dire qu'on a dit tout à l'heure qu'on avait en charge en fait 19 régions. C'était juste pour souligner que... Maintenant, je garde le doigt dessus, comme ça, on est tranquille. Juste pour souligner que finalement, il n'y avait pas un... Enfin, moi, j'avais souhaité vous voir parce que j'avais, je vous le dis, des retours très positifs sur le travail qui était fait. Et des gens qui vous ont interpellé, et puis voilà, puisque vous n'avez pas un pouvoir d'injonction sur vos collègues, vous avez un pouvoir de les convaincre, de dire, bah oui, rouvrir le dossier, en fait. Et que je me dis, bon, il y en a un qui a appuyé plus fort, là. Je voulais voir l'ampleur voilà, ce qui est pas énorme, le nombre de dossiers. Maintenant que vous êtes passé ici, ça va se démultiplier. Mais, et puis, un petit peu, je pense que ça nous donne une vision aussi des sujets qui apparaissent. Sur la question des heures d'enseignement, en gros, Vous voulez savoir le nombre de sollicitations? Non, quel est le problème qui est posé par les personnes? Elles considèrent que leurs heures ne sont pas prises en compte. Enfin, c'est limité à 55 heures. Donc, Réglementairement, on dit bien qu'elles sont prises en compte dans la limite des 55 heures, les heures d'enseignement dispensées par des artistes
dans le cadre d'un contrat de travail au cours de la période de référence retenue pour déterminer en fait leur ouverture de droit. Et cette limite, elle est portée à 55 heures pour les personnes qui ont moins de 50 ans et à 90 heures pour ceux qui ont plus de 50 ans. Donc là, effectivement, j'ai des questions parce que les personnes estiment que posent des questions sur leurs heures d'enseignement. C'est-à-dire, elles estiment que quelquefois, ce n'est pas pris en compte. Donc, effectivement, charge à moi et au service de vérifier effectivement si ces 55 heures peuvent rentrer dans leur affiliation ou non. Marcel Rogemont. Madame Khirouni, vous semblez avoir, il me semble, le plus d'informations sur le fonctionnement du dispositif. Oui, bien sûr. Comme il me semble que vous avez le maximum d'informations. Est-ce que vous êtes en mesure de tester des propositions nouvelles qui viendraient compléter le dispositif actuel d'indemnisation? Est-ce que, par exemple, si on vous demandait de faire sur une hypothèse et puis de les vérifier, de voir leur implication, est-ce que vous pourriez faire ce travail-là ou est-ce qu'il faudrait que vous alliez voir votre patron l'UNEDIC qui redescendrait, qui referait, machin, etc. et qui fait que dans 2 ans, on aura la réponse? Je pense que sur la question que vous posez, c'est d'abord l'UNEDIC qui est en ligne pour effectivement traiter de ça, puisque, je le rappelle, nous agissons pour le compte de l'UNEDIC sur ces questions-là. Nous appliquons la réglementation, nous avons la charge de la mettre en œuvre et d'y veiller et de rendre compte. Madame Khirouni. Oui, merci. Je souhaiterais avoir une précision sur le médiateur. Est-ce que ces 693 saisies concernent l'ensemble du territoire? Parce que si j'ai bien compris, il y a une organisation nationale et des médiateurs régionaux, c'est ça? Donc, oui. Pardon, si vous pouviez juste me repréciser de quoi on parle. Merci. Pardon. Pôle emploi service donc, gère effectivement des intermittents du spectacle pour 19 régions, mais on gère également d'autres activités. Donc l'année, si vous voulez, 2012, sur l'année 2012, 693 médiations ont été déposées à Pôle emploi service, donc auprès du médiateur, c'est-à-dire moi-même, mais 167 ne concernaient que des intermittents du spectacle. Pour compléter dans l'autre sens, j'avais compris comme ça la question de ma collègue, si les personnes interrogent, se trompent, si je puis dire, interrogent le médiateur régional, c'est renvoyé sur vous automatiquement? Absolument, à partir du moment où l'activité a été transférée à Pôle emploi service, donc de la région, je ne sais pas, Bretagne, sur la région, effectivement, par Pôle emploi service, eh bien le médiateur de Bretagne me renvoie effectivement la sollicitation de l'intermittent. Donc en fait, il n'y a que 167 dossiers, même en 2012, ce qui est pas énorme. Ou alors c'est que vous n'êtes pas encore assez connu, mais ça va être réglé maintenant. Ça représente, par rapport à ce qu'on disait sur les 89 000, ça représente, si on disait que Pôle emploi service avait un poids de 28%, ça fait 0,04% de sollicitation médiation. Merci. À la précision près que simplement 19 régions ont vu l'indemnisation centralisée. Donc il y a 7 régions qui agissent encore sur les annexes à 8 à 10 en termes d'indemnisation, puisque nous avons centralisé pour 19 régions simplement aujourd'hui. Avec, à cette réserve, modulo cette réserve. Denis Robillard souhaitait vous poser une question et Michel Pouzol. Denis? D'abord quelque chose pour être bien clair, parce que comme il y a Pôle emploi service et puis qu'il y a Pôle emploi tout court, les statistiques que nous avons données, c'est bien sur les statistiques nationales et pas simplement les statistiques de Pôle emploi service. On est bien d'accord là-dessus. Ils sont bon, alors,
C'est bien les statistiques nationales. Il n'y a absolument qu'un élément Pôle emploi service dans ce que vous avez. Il n'y a que sur la médiation, ce sont les statistiques de Pôle emploi service. Bon, il n'y a pas de consolidation sur les statistiques de médiation. Bon, moi je me pose... d'abord j'ai envie de vous reposer la question de M. Rougemont. Non pas parce que j'ai pas bien compris la réponse. J'ai bien compris que vous travaillez comme prestataire pour l'UNEDIC, en tout cas au moins dans le recouvrement, et puis dans les paiements. Mais la question que je me pose, vous avez les outils informatiques qui vous permettraient de tester d'autres hypothèses sur d'autres rédactions des annexes 8 et 10 par exemple. C'est juste ça, c'est nos outils informatiques et la capacité à tester. Et c'est pas la propriété, ces outils ne sont pas la propriété de l'UNEDIC. Que puis-je répondre? Nous avons effectivement une connaissance de la population et des employeurs qui, on le voit naturellement, nous permet d'avoir une bonne connaissance et peut-être de faire des hypothèses. Je le rappelle, je me dois de le rappeler, nous agissons pour le compte de l'UNEDIC sur ces sujets-là. Et globalement, la question sans doute qu'il y a derrière, c'est ce qu'il y a autour du titre de l'équilibre du régime. Vraiment, ce sont des questions qui sont effectivement un opérateur technique sur ce sujet-là. Bon voilà, c'est juste pour avoir une bonne clarté dans la réponse. Après, on n'est pas chargé, je crois, dans cette mission de réfléchir aux fusions, à NPE, oui, etc. Réfléchir. Bon, on peut réfléchir à tout. Bon. On va jusqu'à réfléchir. Voilà. En tout cas, bon, voilà. Merci pour la clarté de la réponse. Après, j'ai une question qui a strictement rien à voir avec ce dont on a discuté en tout cas en termes statistiques. C'est quelles sont les spécificités du placement dans les métiers du spectacle. La particularité du placement, c'est que c'est un secteur qui travaille en réseau. Donc on travaille par effectivement connaissance, réseau. Donc nous intervenons au titre du placement, je dirais sur du différentiel. On n'est pas, pas en tête de ligne sur la question du placement. D'ailleurs, nous avons recueilli l'année dernière, par exemple, si je le regarde du point de vue des offres d'emploi, simplement 63 000 offres d'emploi sur les métiers dits du spectacle, donc sur ce fameux ROM-L dont je parlais tout à l'heure. Bon, quand on regarde par rapport à l'activité, au nombre d'heures travaillées, etc., on voit bien que on intervient en différentiel. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Pôle emploi intervient sur le pourvoi des offres. Alors pas seulement du coup, par exemple, pour les professionnels du spectacle, mais l'intervention de Pôle emploi peut être par exemple de pourvoir les postes de figurants, où là on ne fait pas appel aux employés du spectacle, on va aller dans le fichier dit de droit commun. Et ça peut intéresser des entreprises du spectacle. On traite un certain nombre d'offres d'emploi qui ne sont pas directement spectacle. Très clairement, une entreprise a besoin d'une secrétaire ou un comptable. Pôle emploi va intervenir, alors même que sa NAF, puisque je crois que le terme était reconnu, alors que son secteur est plutôt le spectacle, on va traiter des offres d'emploi qui sont à côté. Donc on a une intervention différentielle sur ce sujet-là. Merci. Alors, Michel Pouzol, et puis après, on revient au rapporteur qui, dans les questions qui vous restent... voilà. Oui, rapidement, moi, vous nous présentez un tableau qui est un peu idyllique, tout est simple, l'USO ça marche, enfin voilà. Moi, je voudrais revenir sur les 22 000 dossiers refusés chaque année. Parce que si le recouvrement a été regroupé, les intermittents ne le sont pas. Or, les intermittents, aujourd'hui, ils ont affaire individuellement à des agences Pôle emploi, disséminées sur le territoire. Elles ne sont pas toutes à Paris, il y en a beaucoup ailleurs. Et moi, je me souviens d'une autre vie où, par le passé, les entrées et sorties dans le régime de l'intermittence des annexes 8 et 10 se caractérisaient à peu près à chaque fois par un conflit ou en tout cas une divergence de point de vue sur le nombre des heures effectuées, sur celles qui étaient prises en compte, etc. Et c'était, et je le dis, c'était quasi, pas systématique, mais c'était une proportion énorme. Or, ce qui se passait dans le concret, c'est qu'à l'époque, alors je parle avant Pôle emploi, tant que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais on finissait par trouver dans chaque agence quelqu'un qui, parce qu'il avait eu une fois un dossier compliqué d'intermittence à dépatouiller, se spécialisait et pouvait parler aux 3 ou 4 intermittents qu'il avait régulièrement en face de lui. Or, aujourd'hui, je voudrais savoir si la fusion, d'une part, mais la manière de fonctionner, a eu une conséquence sur ces
dysfonctionnements qui ne sont pas liés à la qualité du travail effectué par les agents, mais tout simplement à la complexité du statut même de l'intermittence, qui fait que, effectivement, sur les heures de cours, on doit regarder au cas par cas à chaque fois, on ne peut pas généraliser ces règles-là. Et donc, je voulais savoir si le nombre, ces 22 000, est plutôt stable, plutôt en augmentation, ou si on peut trouver un endroit où il y a eu cette fracture-là, parce que c'est quand même beaucoup. Et j'imagine que ceux qui viennent en pensant avoir leurs heures, leurs compétences, etc., 22 000, c'est quand même beaucoup sur les 110 000 dont on a parlé. Donc voilà, je voulais savoir s'il y a eu une montée en volume ou si vous avez ces données-là. Et pour finir sur l'UNEDIC, bien sûr, vous ne pouvez pas nous répondre, mais nous, on peut peut-être suggérer à l'UNEDIC qu'il y a des outils qui existent sur le territoire pour faire certaines prospectives. Et pourquoi pas, vous pourriez œuvrer au nom de l'UNEDIC toujours, mais sur des directions qu'on pourrait leur suggérer dans nos débats. Fil des questions, là, hein, puisqu'on est arrivé à la question 8. Dans votre question, il y a 2 points. Il y a la question de l'organisation, comment l'accès se fait pour le demandeur d'emploi, puis ensuite, plus généralement, le motif des rejets. Et ça, c'était tout un pavé, et je propose de le traiter tout de suite après. Sur la question de l'organisation, nous avons évolué, puisque nous centralisons la question de la 8 à 10, et au fond, on y gagne, ça permet une lecture un peu centralisée pour l'ensemble des ayants droit, des demandeurs d'emploi. Population de 100, 110 000, c'est une population régionale classique. Enfin, une moyenne région, c'est à peu près 100, 110 000, 120 000 demandeurs d'emploi. Donc, pour dire qu'on a un peu de cohérence en faisant ça comme ça. Et donc, effectivement, du point de vue de l'indemnisation, il y a aujourd'hui un point de centralisation qui est fait par PES et qui garantit de ce fait, je dirais, une application de la réglementation assez homogène. La deuxième partie pour un demandeur d'emploi, c'est la question du placement et de son accompagnement. Là, on l'a dit, on a des concentrations de population plutôt sur l'Île-de-France et ensuite sur 8 ou 9 régions. Et nous avons équiper le réseau de conseillers spécialisés ou d'équipes spécialisées pour bien répondre à ces demandes d'emploi-là, mais qui, je le rappelle, ont aussi un site internet spécifiquement dédié et qui est alimenté d'informations spécialisées. Donc, alors, j'entends bien qu'il y a des progrès à faire parce que ça reste des situations complexes du point de vue de l'ouverture des droits, mais Madame Guéguen va préciser, vous aviez posé des questions. Je crois qu'on progresse dans la relation de proximité avec les demandeurs d'emploi aujourd'hui. On garantit avec la centralisation une lecture, je dirais, homogénéisée. Par ailleurs, sur le territoire, on reste accessible. On peut sans doute perfectionner, mais voilà. Sur les questions de motifs, Elisabeth, puisque c'était vraiment une question, il y a toute une série de points qui étaient visés là-dessus, les motifs de rejet principaux, pardon. Oui, et pour revenir en fait effectivement au tableau qui vous avait été communiqué, alors on n'a pas l'évolution là sur les différentes années, mais on pourra vous les communiquer ultérieurement. Je voudrais quand même préciser en fait que les 22 000 rejets que l'on a ici sont des rejets au titre du régime d'assurance chômage. C'est-à-dire que la personne a déposé une demande, elle n'est pas admissible au titre des annexes 8 et 10, elle n'est pas non plus admissible au titre du régime général. Voilà, donc là, on a un rejet. Pour autant, derrière, on a un enchaînement d'allocations possibles qui peut se faire. Et lorsque l'on prononce un rejet ici, on étudie son droit dans la foulée sans que la personne ait à déposer une demande. On étudie son droit au titre du fonds de solidarité pour lui verser éventuellement ce qu'on appelle l'APS, l'allocation professionnelle de solidarité, qui a des conditions plus larges et qui du coup lui permet malgré tout d'être indemnisé. Et si je vais jusqu'au bout de la logique, mais sans rentrer trop dans les détails, si la personne n'a pas non plus droit à l'allocation professionnelle de solidarité, on revient sur l'allocation d'assurance chômage pour lui ouvrir en fait des droits qu'on appelle la clause de sauvegarde, qui était également une question sur laquelle vous nous avez interrogé, pour voir si effectivement, parce qu'elle a travaillé dans plusieurs secteurs et dans plusieurs champs relevant de différentes annexes, on ne peut pas lui ouvrir un droit global qu'on appelle clause de sauvegarde parce qu'il n'y a pas suffisamment d'affiliation au titre des annexes pour pouvoir ouvrir ce droit. Et lorsque l'on ouvre un droit en fait au titre de la clause de sauvegarde, pour répondre à l'une de vos questions, en 2011, on a ouvert 80 clauses de sauvegarde, enfin 80 droits au titre de la clause de sauvegarde, et en 2012, c'était autour de 50 ouvertures de droits. Voilà. Et si, arrivé à ce stade-là, on ne peut pas ouvrir à la personne une clause de sauvegarde, on va à nouveau faire une étude
et là ça se fait automatiquement, hein, la personne n'a pas besoin de déposer de dossier, pour étudier son droit en fait au niveau de l'allocation de solidarité spécifique pour voir si elle en remplit les conditions. Et si elle ne remplit pas les conditions, on poursuit l'examen pour regarder si on peut lui ouvrir des droits au titre de l'AFD, qui est également une allocation du Fonds de solidarité, qui est l'allocation du Fonds de solidarité, et lui ouvrir du coup des droits à ce titre-là. Donc voilà, alors pas pour minimiser les rejets, hein, les 22 000 qui sont ici, mais c'est vraiment sur le haut du processus en fait. Hein, c'est vraiment les rejets au titre de l'assurance chômage. Et après, on décline en fait l'ensemble des demandes. Et là, c'est pas ce chiffre-là que l'on retrouve ici. Voilà, c'était ces précisions que je voulais apporter. Il nous a semblé aussi qu'il y avait des personnes qui, comme on dit, basculaient en annexe 4, voire en régime général. Lorsque la personne dépose une demande d'allocation parce qu'elle souhaite effectivement être indemnisée au titre des annexes 8 et 10 et qu'elle ne remplit pas les conditions, on regarde s'il y a un autre régime dans lequel elle remplit les conditions. Si elle n'a pas les 507 heures dans les 10 mois, elle a peut-être par contre le nombre d'heures requis pour ouvrir un droit au titre de l'annexe 4 ou du régime général. Mais alors, ce qui serait hyper intéressant, on voit bien le système. En gros, les personnes arrivent, accèdent à 507 heures et comme je dis parfois, elles montent dans le train, quoi. Elles rentrent dans le système. Donc, vu ce que vous nous expliquez de votre mode de fonctionnement, qui m'a l'air tout à fait efficace et opérationnel, en gros, vous savez très bien quel est le stock de personnes qui sont, j'allais dire, qui sont dans les 507 heures et qui sont dans qui bénéficient et en gros qui rentre dans l'année et qui sort. Et que ce serait très intéressant pour nous de savoir quel est le stock parce qu'il m'a l'air assez stable. Avant que vous ne répondiez, si vous permettez, je vois que notre collègue Madame Kirouni a une question liée à ça. Oui, elle est liée, mais du coup, mon collègue est parti sur d'autres précisions. J'ai été interpellée par un certain nombre d'associations sur notamment la politique de contrôle des intermittents par Pôle emploi et notamment l'interprétation floue des situations individuelles en fonction des régions et des antennes. Lié notamment, on le sait, à la complexité croissante quand même du régime de l'intermittence et peut-être à un manque d'information de certaines antennes de Pôle emploi. La conséquence, c'est que cela amène à écarter un grand nombre de demandeurs du champ d'application des annexes 8 et 10. Et du coup, cela entraîne une précarité plus grande des intermittents et un sentiment d'insécurité. Est-ce que vous pouvez, ou est-ce que vous avez peut-être des éléments par rapport à cette situation, encore une fois, plutôt liés à la complexité du régime et peut-être au manque d'informations, plus qu'une volonté de votre part d'intensifier le contrôle, d'après ce que l'on me dit. Voilà, merci. Voilà, alors on pourrait faire une réponse aux deux, peut-être, Madame Dumontier. Un point sur la question numérique, Madame. On a une augmentation de 4,6% du nombre d'allocataires indemnisés au titre des annexes 8 et 10. C'est ce qu'on disait en préambule. Juste pour préciser qu'on a un nombre qui a plutôt tendance à augmenter, puisque le nombre d'allocataires indemnisés en fin d'année 2011 était de 89 055 et poursuit sa croissance avec une augmentation annuelle de 4,6%. Plutôt dans un régime qui voit son nombre d'allocataires ou de bénéficiaires augmenter sur le comparatif 2011-2010. Premier point. Le second point sur la question que vous posez, qui est effectivement la question de l'homogénéité, la question de la réglementation, et vous l'avez dit, elle est assez complexe. Lorsqu'il faut l'appliquer à un individu, elle devient encore plus complexe. Le fait de centraliser, entre autres choses, le service des allocations à 8 à 10 auprès de PES commence à nous donner un certain nombre de garanties, de professionnalisation. On le voit bien, lorsque vous n'avez que quelques individus qui relèvent d'un régime
Effectivement, vous pouvez être dans une agence où il n'y a pas complètement l'expertise parce que c'est très particulier. Par ailleurs, si c'est des dossiers que vous ne traitez qu'une fois dans l'année, c'est pas suffisant pour acquérir, je dirais, les bons réflexes. C'est une des raisons pour lesquelles nous centralisons cette activité qui reste assez particulière. Mais je vais passer la parole à Monsieur Tauzin qui va compléter. Pour appuyer ce que disait Florence Dumontier, non seulement on assure une certaine homogénéité des pratiques et un certain niveau de compétence par rapport à des personnes qui sont dédiées et donc qui ont une maîtrise reconnue, mais ensuite nous sommes particulièrement attentifs justement au nombre de relations que nous avons avec les intermittents, que ce soit par téléphone, par mail, par courrier, au niveau des réclamations, au niveau des médiations. Ça nous permet de voir d'ailleurs des comportements qui peuvent exister selon les régions. Et nous avons même parfois des démarches, je vais dire, proactives, puisque nous contactons les personnes quand nous voyons des situations qui pourraient poser question. Donc, on est particulièrement attentif aux problèmes que vous soulevez. Je voudrais juste dire que par rapport à des connotations de personnes qui, au travers d'une interprétation floue, etc., ça ne rentre pas vraiment dans notre champ, c'est-à-dire que le domaine est complexe, il est précis, mais il est réglementaire. Autrement dit, nous arrivons effectivement à pouvoir situer les gens au niveau des règles. Et quand nous sommes interpellés d'abord pour des demandes d'explication, puis après pour des réclamations, des contestations, voire des médiations. Et notamment dans la prise de parole de Madame Dominique Cavalier tout à l'heure, nous avons bien le souci au travers du médiateur de remettre les gens dans leurs droits et nous étudions donc au cas par cas les sollicitations qui nous incombent. Alors nous le faisons, nous, effectivement, pour les régions qui sont centralisées chez nous, et nous avons des échanges avec les autres régions qui ont exactement la même problématique. Juste une dernière précision, on a effectivement commencé par centraliser des régions où il y a peu de concentration, effectivement, de la population des intermittents, parce qu'effectivement, comme les personnes pouvaient être amenées localement à apporter des renseignements et à ne voir des cas de figure que assez peu fréquemment, on pouvait dire que le bénéfice était plus grand en centralisant. Dernier point, dès lors qu'un intermittent contacte son agence Pôle emploi, elle a tout moyen de nous basculer les appels, de nous mettre en relation directe par téléphone, par mail et évidemment tout autre moyen. Je vais poursuivre et passer ensuite la parole à Madame Guéguen. Vous avez posé toute une série de questions sur les motifs les plus fréquents qui conduisent à exclure de ne pas prendre dans le régime. Pôle emploi aujourd'hui met en place une offre de service, donc au titre de Pôle emploi 2015, je pense que vous en avez entendu parler. Offre de service dans laquelle on garantit, par exemple, y compris pour les intermittents du spectacle, la désignation d'un conseiller référent, c'est-à-dire un point d'entrée chez Pôle emploi qui est personnalisé et qui permet effectivement à un intermittent, pour qu'il s'agisse du placement de l'indemnisation, d'avoir un interlocuteur qui pourra le guider dans des démarches qui peuvent rester parfois assez complexes. Nous le garantissons, y compris dans Pôle emploi 2015. Je passe la parole donc à Madame Guéguen sur rapidement, alors on va rentrer dans des choses très techniques, mais vous aviez des questions sur les motifs de rejet au régime. Oui, juste, pardon, il faut vraiment répondre à une ou deux questions qui vous paraissent essentielles dans la liste qui peut rester, parce qu'il est 10h56 et on s'arrête à 11h. Voilà, Madame Guéguen, je vous en prie. Je veux bien poursuivre effectivement sur les motifs les plus fréquents qui nous conduisent à exclure certaines heures, sauf si vous considérez qu'il y a d'autres questions qui sont prioritaires. Alors, elles sont d'ordre différent et les motifs sont différents en fonction de si on est dans l'annexe 8 ou si on est dans l'annexe 10. Si on parle des techniciens du spectacle, ce qui va nous conduire en fait à ne pas retenir certaines heures, c'est parce que la période d'emploi en fait a été effectuée chez un employeur qui ne relève pas du champ d'application de l'annexe 8. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le bon code NAF et donc du coup, on ne va pas pouvoir retenir cette période d'emploi. L'autre motif sur les techniciens du spectacle, c'est que la période d'emploi, en fait, elle a bien été effectuée chez un employeur qui remplit les conditions de l'annexe, c'est-à-dire qu'il y a le bon code NAF, mais par contre, c'est pas le bon métier. On rappelle que, en fait, l'ensemble de l'annexe 8 détaille et à la fois les employeurs qui peuvent relever de l'annexe 8 et qu'à l'intérieur de ces employeurs, il y a des métiers particuliers des techniciens du spectacle. Donc il faut remplir ces deux conditions-là et si elles ne sont pas remplies, ça nous conduit effectivement à ne pas prendre ces heures. Concernant les artistes du spectacle, mais il y a les heures d'enseignement que l'on ne prend pas éventuellement, et donc Dominique Cavalier nous en parlait tout à l'heure. L'un des motifs pour lesquels on ne prend pas ces heures de formation, c'est parce qu'il faut qu'elles se soient effectuées dans un établissement d'enseignement dûment agréé, et que l'établissement dûment agréé suppose qu'il y ait un financement public et que dans les documents en fait que nous remettent les demandeurs d'emploi, nous n'avons pas forcément en fait l'ensemble des données sur l'attestation employeur qui nous est fournie. Donc dans un premier temps, ça va effectivement conduire
à ne pas pouvoir retenir ces heures de formation pour les compter dans l'affiliation. Par ailleurs, d'un point de vue très technique et opérationnel, il y a des activités d'artistes qui sont exercées au sein de l'Union européenne. Dans cette hypothèse-là, le demandeur d'emploi doit nous remplir en fait un formulaire qu'on appelle l'U1, qui est un document en fait élaboré par les instances communautaires, à l'intérieur duquel il a été omis de faire figurer une case nous donnant la spécificité du métier. Et du coup, quand on reçoit ces documents-là, on ne peut pas identifier en fait que ce sont des heures qui relèvent des annexes 8 ou 10. Donc voilà, on a fait une demande pour que ce formulaire puisse évoluer, mais dans un premier temps, alors évidemment, après, si le demandeur d'emploi nous amène des justificatifs, nous démontrant que ça rentre dans le champ, on les prend, mais dans un premier temps, ils sont rejetés. Après, on a les motifs communs aux annexes 8 et 10 qui nous conduisent à ne pas retenir ces heures. C'est déjà les périodes non déclarées. Les intermittents, donc en fait, sont censés nous déclarer à chaque fin de mois les heures de travail qu'ils ont effectuées. Il peut arriver que ce ne soit pas fait et dans ces cas-là, elles ne sont pas enregistrées et donc non retenues. Enfin, il y a le plafonnement des heures à 208 heures, donc en application du Code du travail. Et donc les heures qui sont au-delà des 208 ne sont pas retenues. Par ailleurs, oui, tout à fait, excuse-moi. Par ailleurs, le congé paternité n'est pas retenu dans les heures pour assimiler pour les périodes d'affiliation. Et puis, enfin, il y a les formations rémunérées par l'assurance chômage. Si une personne suit effectivement une formation qui est rémunérée en art formation, on ne pourra pas prendre assimiler cette période pour comptabiliser des heures au titre de l'affiliation pour pouvoir ouvrir une ouverture de droit au titre des annexes 8 ou 10. Donc voilà le panel des motifs qui nous conduisent effectivement à ne pas retenir certaines heures qui nous sont par ailleurs déclarées par cette population. Merci. Alors, je me tourne vers le rapporteur. Est-ce que, Jean-Patrick, il y a une question qui te paraît essentielle qu'on n'a pas abordée, par laquelle on termine? Ils n'ont pas répondu, donc on va la reprendre, mais ça va être ma dernière question parce qu'on va terminer. Il y aurait tout un sujet, mais peut-être vous pourriez nous faire passer une note, c'est la question des maternitantes, parce que là, il y a des difficultés, mais je pense que la médiatrice connaît bien ce sujet-là, et puis on va essayer de le travailler, mais il est très technique, donc je pense qu'on peut. D'accord. Non, donc vous n'avez pas. Moi, je voulais vous remercier parce qu'on vous a un peu bousculé, mais vraiment c'est très intéressant et je crois que vous avez fait tous les efforts pour nous répondre et on voit bien après les limites. Mais comme vous avez une vision très très claire et vous n'avez pas répondu à ma question, mais qui consiste à dire finalement il y a un stock très stable de personnes que vous suivez. Et puis, c'est ça. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a quelques entrées et puis quelques sorties. Non, est-ce que ça fonctionne comme ça le dispositif? Vision que j'avais pas du tout au début. Je pensais que c'était beaucoup plus mouvant parce que on entend beaucoup parler des gens qui comptent leurs heures, qui ont du mal, ce qui a été dit par d'autres collègues. Mais j'ai l'impression avec le recul et les éléments statistiques que vous nous donnez qu'en fait c'est beaucoup plus stable que ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est pas un noyau dur, c'est je sais pas 75 000, 80 000 personnes qui sont comment on peut dire, stabilisées dans le dispositif, puis il y a un peu de sortie, un peu d'entrée, ou je me trompe complètement en disant ça? Votre perception est sans doute la bonne. On pourrait l'illustrer par l'évolution du régime sur quelques années, c'est-à-dire faire des séries longues, un peu stats, on pourrait le regarder. En même temps, juste un regard. Enfin, il est normal que des demandeurs, enfin des professionnels qui sont dans un métier, enfin restent dans ce métier et restent dans le régime. Enfin, je crois que voilà, il y a une question de. Oui. Non, mais juste pour dire qu'on a des gens qui sont dans un domaine professionnel. On se rappelle qu'ils sont assez bien formés, plus d'1 sur 2 à le bac et plus. Donc on a une forme effectivement de permanence dans le secteur, ce qui est sans doute assez logique. Ce ne sont pas forcément des domaines dans lesquels on se réoriente ensuite. Dedans, on ne va pas forcément se réorienter, effectivement. Donc il y a une forme de même. Il faudrait qu'on l'illustre sur des séries longues pour voir ça. Ça, c'est l'aspect statistique. Ensuite, ce que vous dites là, c'est au fond par individu, que se passe-t-il? Ce qui est un peu un autre. Est-ce qu'un individu reste pendant 20 ou 30 ans? Voilà, ça, c'est un autre sujet. Non. Oui,
Oui, vous avez raison. Mais visiblement, il y a des c'est-à-dire qu'on est plus dans un régime d'assurance chômage, enfin, de salaire de remplacement. On est dans un régime de salaire de complément. Enfin, ce qui ressort, c'est quand même. Moi, ce serait intéressant que vous nous disiez s'il y a le régime, enfin le système justement. J'essaie de pas employer le mot régime, fait qu'il y a vraisemblablement des personnes qui y sont depuis 15 ans, 20 ans. Voilà. Michel Non, mais quand je dis Pouzol, ça, il n'y a aucune qualification de ma part. Michel Pouzol, pour vraiment la dernière question. Qui va juste dans ce sens-là, mais vous allez nous répondre si vous avez ce chiffre-là ou pas. Mais il y a un ordre de grandeur dans ce que tu poses comme question, qui circule, qui dirait que sur 2 années, un tiers des intermittents quittent à peu près ce statut et qu'un nouveau tiers y rentrait. Donc, est-ce que ce chiffre-là, cette masse-là globale, vous semble réaliste ou plutôt un mythe de cette profession? Alors, pour la dernière réponse. Ils vont répondre. Oui, je Pas sais. forcément une réponse très précise à ce stade-là, parce que c'est vrai qu'on ne l'avait pas, et donc du coup on ne l'a pas forcément préparé, mais dans la note que nous vous avions communiquée sur les allocataires indemnisés, il y a un point quasi-stabilité du nombre d'allocataires sortis d'indemnisation pour l'annexe 8 et hausse pour l'annexe 10. Et donc il y a le détail en fait à l'intérieur de ces mouvements. Bien, eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, merci infiniment de votre participation. Et je crois comprendre qu'il vous reste encore quelques éléments à nous transmettre. Merci, bonne journée.